L'échiquier international, soyez les bienvenus. Sévices sexuels sur les Palestiniens comme arme de génocide, ce à quoi conclut en tout cas un récent rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés, plus qu'un être humain peut supporter, intitulé d'un autre document, lui, qui a été diffusé à la mi-mars, fourni par la Commission internationale indépendante qui dépend du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui arrive au même bilan. Viol, sévices, sadisme en public, le tout commis par des soldats sionistes et des colons palestiniens occupés. Cela concerne tant les femmes, les jeunes filles que les hommes et les garçons. Les enquêtes concluront à une hausse majeure des actes de violence sexuelle depuis le 7 octobre. On avait il y a quelques mois consacré une émission sur ces abus. La question qui nous taraudait l'esprit est-ce l'aval ou non des responsables militaires concernant ces sévices sur les Palestiniens. On posera la question bien entendu à notre invité du jour qui a certains éléments également à nous fournir sur le sujet. À tout de suite pour en parler. Gaza ou en Cisjordanie occupée, utilise-t-on l'arme systématique des violences sexuelles pour faire partir tout bonnement les Palestiniens de chez eux? Question douloureuse, sujet sensible, mais il fallait en parler aujourd'hui. On le fera d'ailleurs avec Pierre Barbancé. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au journal français L'Humanité, qui travaille depuis des années également le sujet de la colonisation palestinienne depuis bien longtemps. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Pierre Barbancé. Salutations encore une fois. Merci. Alors je le disais, c'est un plaisir aussi d'être sur votre chaîne. Toujours un plaisir, Pierre Barbancé. Alors je le disais, c'est le Conseil norvégien pour les réfugiés qui incorpore plusieurs ONG, qui vient de publier un rapport qui fait froid dans le dos. Le titre « Violences sexuelles et déplacements forcés en Cisjordanie ». On utiliserait donc la violence sexuelle comme arme de guerre contre les Palestiniens. Dites-nous, en plus de ce qu'on y trouve dans ce rapport accablant, au-delà du titre que je viens de citer. Oui, alors le titre n'est pas fait pour être racoleur, il est malheureusement le reflet de la réalité que les enquêteurs de différentes organisations non gouvernementales chapeautées, qui se sont regroupés dans un consortium de défense de la Cisjordanie et avec aussi comme principal interlocuteur, donc vous l'avez dit, le Conseil des réfugiés norvégien, donc qui s'occupe de ces questions-là. Et donc pas du tout à titre racoleur, mais plutôt une enquête réelle de fond, de terrain, qui est intéressante à plus d'un titre. Non seulement évidemment par les témoignages récoltés en Cisjordanie même par les différents enquêteurs. Alors, une enquête, je le rappelle pour les téléspectateurs, ça ne veut pas dire que tous les habitants de la Cisjordanie ont été sondés ou ont pu rencontrer des enquêteurs, mais à partir d'enquêtes menées sur des faits réellement établis, de témoignages pris, on peut en déduire une certaine forme globale d'attitude et de volonté politique. Et ce qui est intéressant justement dans le rapport qui est rendu, c'est ce lien qui est fait entre la monstruosité des actes commis contre les Palestiniens. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre lancement, il s'agit de femmes, de filles, d'hommes et de garçons. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer la volonté politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ceux qui ont fait ça ou certains de ces colons qui ont fait ça sont des animaux ou des brebis galeuses. C'est justement de montrer que cette politique-là qui est menée de violence sexuelle a un but affiché qui est celui de faire partir les populations palestinienne de certains endroits, puisque vous le savez, je vais le rappeler pour les téléspectateurs, vous savez qu'après les accords d'Oslo en 1993, ces accords prévoyaient que la Cisjordanie occupée, mais la Cisjordanie était divisée en 3 zones. Une zone A qui comprend les principales villes palestiniennes de Cisjordanie, Ramallah, Naplouse, Toul-Karem, etc., qui est donc sous contrôle administratif et contrôle sécuritaire totalement palestinien. Il y a ensuite la zone B qui comprend les villages autour de ces grandes villes, et ces zones B sont sous contrôle administratif de l'autorité palestinienne, mais sous contrôle sécuritaire israélien. Et puis il y a la zone C qui en réalité fait 60%
de la Cisjordanie. Donc on voit bien le déséquilibre et quelle est la fausseté qui existait déjà dans les accords d'Oslo. Donc c'est dans ces 60%-là que Israël entend établir et faire grandir de plus en plus ses colonies, faire des continuums pour arriver à les rejoindre à l'État d'Israël proprement dit et diviser complètement et morceler le territoire palestinien. Donc c'est ça qui est en cause. Et donc, contrairement à Gaza, où à Gaza, c'est carrément un génocide qui est en cours avec destruction physique directe, avec des bombardements, puisqu'on est à plus de 70 000 morts, et au regard de la définition de l'ONU, c'est bien un génocide qui est en cours, et de toute manière, la Cour internationale de justice elle-même, saisie par l'Afrique du Sud, a estimé qu'il y avait un risque majeur de génocide à Gaza. En Cisjordanie, la méthode employée est un petit peu différente parce que la problématique de la Cisjordanie n'est pas exactement la même que celle de Gaza, puisque là, il y a une colonisation très très forte, puisque vous savez qu'il y a plus de 700 000 colons qui maintenant se trouvent en Cisjordanie, et que donc il convient d'avoir des Palestiniens qui désertent un très grand nombre de zones, et c'est ce qui est fait avec ce qui est dénoncé dans le rapport, c'est-à-dire notamment cette violence sexuelle qui est menée contre les Palestiniens, et on peut dire contre les familles palestiniennes, mais pas seulement, peut-être qu'on y reviendra. On y reviendra. Alors justement, quelques faits qui ont été diffusés à travers ce rapport. C'est le Conseil norvégien pour les réfugiés et d'autres ONG qui ont publié un rapport qui fait froid dans le dos. Donc il donne quelques exemples, quelques éléments de ces sévices sexuels comme Arras. Ain al-Houja, c'est une localité palestinienne en Cisjordanie occupée de 5500 habitants. C'est peu, je donne le chiffre délibérément parce que quand il y a ce genre d'exaction, de sévices dans ce type de localité avec des habitants minimum, le bruit se répand. Cela se répand rapidement. Une femme palestinienne a raconté par exemple que des colons étaient arrivés chez elle accompagnés des soldats de l'occupation. Deux soldats lui avaient demandé de se déshabiller. Elle fait état de commentaires désobligeants et d'attouchements. On imagine que ce n'est pas un fait isolé, ce type d'humiliation. Cela nous rappelle, sous d'autres cieux, un peu l'affaire Abu Ghraib en Irak à l'époque. Mais sauf qu'on se doute que c'est récurrent, ce type de torture, Pierre Barbancet, surtout que cela se déroule dans des milieux traditionnels palestiniens. Les dommages psychologiques, les sévices au niveau de la symbolique, au niveau de la rumeur, enfin, ça englobe pas mal de souffrances, ce type de torture, tout simplement. Oui, ça génère aujourd'hui. Tout n'a pas commencé, évidemment, le 7 octobre 2023, contrairement à ce que voudrait faire croire Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Ça fait très longtemps qu'il y a un harcèlement des Palestiniens en Cisjordanie. Les choses ont pris une nouvelle tournure en réalité, parce que la politique de colonisation et de la politique d'annexion de la Cisjordanie par Benjamin Netanyahou s'est accélérée. Et donc, ça se traduit par cette pression constante et de plus en plus forte contre les familles palestiniennes, puisque, comme vous l'avez dit, mais pas simplement dans les villages, quand des exactions sont menées, quand des familles sont menacées ou touchées dans leur chair, et l'expression prend tout son sens avec ce qui se passe, évidemment que ça se sait un petit peu partout. Et donc, il y a évidemment une colère qui monte, mais il y a aussi une peur qui monte, et une peur qui n'est plus simplement la peur au moment où ça se produit, mais une peur qui est permanente en réalité. Et notamment, évidemment, les familles ont peur pour les jeunes filles et les jeunes femmes, et ça prend un certain nombre de proportions. D'abord parce que pour les protéger, un certain nombre de jeunes filles ne vont plus à l'école, pour être sûr de ne pas tomber sur des attaques de colons dans les écoles. Et puis, on voit un retour beaucoup plus important des mariages précoces. Et donc, voilà, donc ça déstabilise aussi en même temps toute la société palestinienne, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette politique-là est délibérée, encore une fois. On avait l'habitude, malheureusement, de voir des soldats israéliens pénétrer dans les maisons en Cisjordanie ou un peu partout, voler de l'argent, voler des bijoux. Je vois souvent des témoignages de ce type. Ce qui est nouveau là maintenant, c'est que les colons n'agissent pas seuls. Ils sont régulièrement
accompagner des soldats israéliens qui soit simplement les protègent quand les Palestiniens essaient de se défendre, soit participent aux attaques avec les colons. Il y a une forme de couverture, de protection de la part de l'armée coloniale. C'est ce que vous nous dites, Pierre Barbancé. Alors, les, euh, Ça, oui. les, les hommes et les enfants subissent également des sévices à caractère sexuel. On peut, par exemple, rappeler le cas de Qusay Abou El-Kebah, 29 ans, originaire de Khelbet Houmsa, dans la vallée du Jourdain. On évoque également sur lui des viols avec objets, brûlures, jets d'urine, etc. Mais cela aussi se déroule souvent devant des témoins et même des militants internationaux. Donc on recoupe pas mal de témoignages qui vont dans un même sens, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien un phénomène de violence sexuelle qui se fait oui, devant tout le monde. Hein. C'est assumé, c'est couvert par l'armée coloniale. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui a changé, Pierre, depuis le 7 octobre? Il y a une recrudescence? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Parce qu'on se doute bien que ça existe depuis longtemps, mais est-ce que depuis, le 7 octobre a donné peut-être libre cours à ce type de comportement? Depuis le 7 octobre, et même un peu avant, les colons se sentent les rois du monde, en quelque sorte. Notamment parce que le gouvernement israélien a dans son sein des ministres d'extrême droite, des ministres fascistes, dont le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui a aussi en charge les colonies et qui n'a de cesse d'étendre la colonie, de protéger les colons, étant un colon lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un ministre quand même du gouvernement, et pas le seul, du gouvernement israélien, qui vit dans une colonie, c'est-à-dire en toute illégalité quand même. Et donc, ces colons se sentent non seulement protégés, mais encouragés pour aller de l'avant, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas utilisés simplement comme des colons, ils sont complètement utilisés comme une arme de mise en place de l'ensemble du projet israélien que porte Benjamin Netanyahou, qui est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire à Gaza, c'est un génocide qui est en cours, c'est un nettoyage ethnique en Cisjordanie, c'est une guerre qui est menée au sud du Liban, c'est une guerre qui est menée aussi en partie en Syrie pour créer ce qu'ils appellent des zones tampons, et c'est aussi, ne l'oublions pas, une occupation d'une partie du plateau du Golan syrien depuis 1967. Et puis c'est aussi évidemment Jérusalem-Est. Donc les colons ne sont plus un corps à part en quelque sorte. C'est comme un peu comme une milice qui est en place. Et encore une fois, les Palestiniens disent qu'aujourd'hui, en plus, parfois, ils ont du mal à reconnaître qui est soldat et qui est colon, parce que ces colons ont fait leur armée, gardent leur treillis, leur uniforme, ont les armes dans la main et se promènent. Donc, on ne sait plus s'ils interviennent en tant que soldats ou en tant que colons. Et puis, surtout, ils se sentent très, très forts, puisque même les observateurs internationaux et même les citoyens juifs israéliens qui viennent défendre les Palestiniens qui sont contre l'occupation se font régulièrement aussi frapper, tabasser par ces colons et par ces soldats. Donc c'est dire le sens de l'impunité qu'ils ont. La question de fond, Pierre Barbancé, on avait fait, nous, l'année dernière, une émission consacrée à ce sujet. On s'est posé la question, est-ce que, bien entendu, est-ce que ça émane, ce type de violence sexuelle de brebis galeuses? Est-ce que ce sont des actes isolés ou est-ce que c'est couvert par la hiérarchie coloniale? Il y a eu beaucoup de témoignages qui nous disaient que c'était bel et bien couvert par la hiérarchie coloniale, puisqu'il y avait rarement des poursuites en justice. C'est ce que aussi sous-entend le rapport, puisqu'à l'époque, on avait posé la question même à des officiers militaires sionistes. Ils nous avaient dit que les coupables, entre guillemets, avaient été punis et que c'était justement simplement, ça ne résumait pas une politique générale. Ça contredit également ce que nous dit Milena Ansari, responsable du département des territoires palestiniens occupés au sein de l'organisation Médecins pour les droits humains. Elle va plus loin, elle nous dit que, elle vous rejoint, elle dit que ça contribue à une politique générale. C'est-à-dire ce qu'on dit au fond, c'est que c'est bel et bien une arme du génocide, ces sévices sexuels. Si on est obligé de trancher comme ça.
C'est l'arme de l'occupant et c'est l'arme coloniale. Je crois que malheureusement en Algérie connaît cette histoire-là. Mhm. Et donc c'est les mêmes pratiques coloniales et de faire peur aux populations, de les empêcher, de leur dire ne vous révoltez pas, regardez ce qui va vous arriver. Évidemment que se joue aussi à travers ces humiliations et ces violences sexuelles, évidemment, le fait que dans les populations palestiniennes, notamment dans la campagne, il y a une espèce de traditionnalisme aussi qui est encore plus choqué par ce genre d'attitude. Mais ce qui est malheureux aussi, c'est qu'à force de répéter, les responsables politiques de droite israéliens n'arrêtent pas de répéter que l'armée israélienne est l'armée la plus morale au monde, on dirait que c'est un peu une méthode couée pour essayer de se convaincre que c'est vrai. Or, on a vu il y a quelques mois déjà, puisque les choses, encore une fois, se sont accélérées dans ce type de violence sexuelle, mais y compris les violences qui règnent dans les prisons. D'abord sur les milliers de Palestiniens et Palestiniennes qui ont été arrêtés et qui sont dans les prisons, et les conditions de détention qui se sont largement aggravées. Et il y a plusieurs mois, il y a un viol d'un prisonnier par des soldats israéliens qui a été filmé, et malheureusement, les charges ont été abandonnées. Mais on a vu une levée de boucliers au sein de la société israélienne qui disait non, c'est impensable que nos soldats puissent être inculpés pour une chose pareille. Donc ça veut pas dire que tous les Israéliens sont comme ça, mais c'est quand même une idée qui surnage dans la société israélienne, et c'est ça qui peut-être au fond est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'il y a une incompréhension réelle de ce que la signification de la colonisation, du projet qui est en place en leur nom de la part d'une majorité d'Israéliens aujourd'hui. Vous avez parlé du cas signalé à l'été 2024 au centre de détention de Sde Tenman, cette base militaire qui fait office également de prison clandestine. C'est situé dans le désert du Negev, où on a tout simplement filmé une séance de viol et de torture. À l'époque, ça avait fait également la une de certains journaux sionistes. Alors en 2026, il y a un chiffre qui fait froid dans le dos. En 2026, le nombre de Palestiniens contraints de quitter leur foyer a dépassé le total de 2025. Il y a aussi peut-être anticipation de subir des violences, dont les violences sexuelles. Les communautés palestiniennes affirment ne plus distinguer, vous l'avez dit, ne plus distinguer entre les colons et les militaires sionistes, puisque tout le monde porte un M16 et une tenue militaire, donc on ne peut pas distinguer. Et c'est aussi pour échapper aussi à la loi, c'est-à-dire on essaye de jouer sur cette zone grise, c'est-à-dire si ce sont des colons qui sont pris la main dans le sac, on dira que ce sont des colons, donc c'est des actes isolés, et ça permet aussi de blanchir d'une certaine manière la soldatesque sioniste. Mais en tout cas, Netanyahou encourage, lui, l'expansion des colonies. Le Parlement sioniste lui-même parle de colonies quand même qui sont illégales, tout simplement. C'est-à-dire même le droit sioniste donne tort. Et pourtant, certains ministres, dont Netanyahou, lui, encouragent cette politique sauvage. C'est-à-dire, oui, il faut que pour les téléspectateurs, il faut comprendre qu'il y a les colonies telles qu'elles existent, qui sont illégales au regard du droit international, mais que le gouvernement israélien, les gouvernements israéliens successifs acceptent et autorisent même. Et puis il y a ce qu'on appelle les avant-postes, c'est-à-dire en réalité des militants ultrasionistes colons qui vont installer dans certains endroits, en haut des collines, des mobiles hommes pour commencer à installer une colonie qui n'a pas eu l'aval de l'administration israélienne. Et donc s'installe là, et j'ai vu moi-même dans mes différents reportages en Cisjordanie, comment quand ils s'installent, ils ont besoin d'eau. L'armée les aide à tirer des tuyaux d'eau, les aide à tirer des fils électriques pour qu'ils aient de l'électricité. Et donc c'est une campagne qui se mène. Ce sont des colons ultra-violents qui s'en prennent à la population palestinienne autour. Comme ils se mettent sur les collines, souvent ils envoient leurs déchets en bas vers les villages palestiniens ou vers les petits cours d'eau qui coulent, et ils font ça jusqu'à obtenir l'autorisation. Et en ce moment, avec des ministres comme Bezalel Smotrich, qui est lui-même un colon, évidemment les autorisations sont de plus en plus nombreuses, et des autorisations rapides pour les colonies dites légales aux yeux du gouvernement israélien,
israéliens et la légalisation de ces avant-postes. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Et on a pu voir, ça c'est une accélération, parce que ce qu'au fond les colons, en deux mots, c'est par exemple dans la vallée du Jourdain, parce que ce sont les endroits stratégiques, évidemment, qui sont pris par les colons. Dans la vallée du Jourdain, par exemple, où il y a beaucoup d'éleveurs bédouins qui sont là, la tactique des colons consiste à venir avec leurs propres troupeaux, de le mélanger aux troupeaux des bédouins palestiniens, d'appeler l'armée en accusant le bédouin ou le palestinien d'avoir volé les troupeaux du colon. Et donc, tout est saisi, évidemment. En général, le bédouin, le palestinien est arrêté, et puis après, il perd son troupeau. Et c'est donc, au fur et à mesure, plus la violence physique et la violence sexuelle qui s'instaure, fait que ces agriculteurs et ces éleveurs, à un moment donné, quittent les endroits où ils sont. C'est comme ça qu'ils font pour qu'il n'y ait plus personne sur la terre. L'autre raison, qui est une raison aussi politique, et qui explique aussi les départs aussi nombreux, c'est qu'en Cisjordanie, vous le savez, il y a beaucoup de camps de réfugiés palestiniens, des camps de réfugiés de ceux qui ont vécu la Nakba, enfin les familles qui ont vécu la Nakba en 1948, les réfugiés de 1967. Et notamment, on a vu ça particulièrement l'année dernière, des attaques menées par l'armée israélienne, et quand je dis des attaques, ce n'était pas sporadique, c'est-à-dire que l'armée intervenait dans des camps de réfugiés, notamment les 2 camps de réfugiés de la ville de Toul-Karem et le camp de réfugiés de Jenin, au nord de la Cisjordanie, qui ont non seulement fait le coup de feu, ont tué beaucoup de Palestiniens dans ces camps-là, mais aussi ont détruit une partie des camps, ce qui fait que des milliers de personnes de ces camps de réfugiés ont été obligées de partir. Et là, Israël veut faire d'une pierre 2 coups, ou d'une pierre 3 coups même. Dans ces camps de réfugiés, il y a une colère peut-être encore plus forte que dans certains d'autres endroits de la Cisjordanie par rapport à l'occupation, parce que eux, ils vivent au quotidien la catastrophe historique de 1948 lors de la création de l'État d'Israël, et donc où leurs familles ont été obligées de se déplacer, de fuir leur village pour ne pas être tués, tout simplement. Ils le vivent donc au quotidien. Ils le vivent aussi doublement parce que ces camps de réfugiés, pour ceux qui n'en ont pas vu, ce ne sont plus des tentes, ce sont comme des petites villes, mais où l'accès à l'eau est compliqué, enfin tout est compliqué, les routes sont mal faites, enfin tout est toujours très compliqué. Et donc les Israéliens, en punissant ces Palestiniens et en les faisant fuir, veulent aussi faire disparaître la revendication du droit au retour des réfugiés palestiniens dans leurs terres ancestrales. Dernière question, Pierre Barbancé. Alors, on l'a dit, des cas de viol ont été commis, même contre des hommes enlevés, que ce soit en Cisjordanie occupée, mais même à Gaza. C'est évoqué dans un autre rapport qui est publié, lui, le 13 mars de cette année, intitulé plus qu'un être humain ne peut supporter. Ça émane de la Commission internationale indépendante créée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Est-ce que, d'après vous, les violences sexuelles infligées aux Palestiniens pourraient alourdir, avec cette accusation spécifique, le dossier de l'Afrique du Sud qui accuse l'antiterroriste de génocide devant la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, Oui, la Cour internationale de justice traite l'affaire reportée par l'Afrique du Sud concernant Gaza. Par contre, ce qui peut être un plus intéressant, c'est ce qui peut se passer à la Cour pénale internationale, qui, elle, a déjà été saisie, qui a même émis, je le rappelle, un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et contre 2 dirigeants du Hamas qui, depuis, eux, ont été tués. Mais je sais que de plus en plus de Palestiniens, via des avocats palestiniens, des avocats internationaux, sont en train de préparer des dossiers qu'ils vont présenter devant les différentes cours existantes pour qu'il n'y ait pas d'impunité de la part des soldats et des colons israéliens sur tout ce qui se passe. Mais évidemment, on a un peu de souci à se faire quand on voit qu'aucun pays ne prend réellement de sanctions contre Israël aujourd'hui pour le forcer à respecter le droit international. Merci Pierre Barbancé de tous ces éléments. Je rappelle que vous êtes grand reporter au journal L'Humanité, auteur. Je vous dis à bientôt et encore merci de vos éléments de réponse et explications. À bientôt. Merci à vous. Bonsoir. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain à 19h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.